Moi bien, bonjour docteur, bonjour Pierre, bonjour Jean-Manuel et bonjour aux internautes. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien d'actualité politique. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le Bon, eh monde. bien, bonjour Jean-Luc, bonjour Jean-Manuel, bonjour Pierre, et puis bien entendu, bonjour à ceux qui nous écoutons. Et je vous écoute. Alors, notre première question concerne la France. Le porte-avions Charles de Gaulle passe pour la première fois sous le commandement de l'OTAN. Un commentaire, docteur? Rappelez-vous, ça n'a rien d'étonnant, puisque Charles de Gaulle, pas le porte-avions, mais l'individu, a toujours été aux ordres des Anglo-Saxons. Rappelez-vous son discours de Brazzaville, par lequel il promettait justement aux Américains la décolonisation. Donc, l'image du porte-avions va avec le personnage. Mais paraît-il que c'était un grand patriote. Et voilà comment on écrit l'histoire. On pourrait aussi dire, sans vous apporter une contradiction systématique, qu'il a désengagé comment dirais-je, enfin qu'il a chassé l'armée américaine en 66, avec la fermeture Oui, des bases américaines. oui, je connais cet aspect-là. Je sais que c'est un contre-argument que l'on me sort assez souvent. Et le problème de Gaulle, c'est que un, a toujours été un individu vindicatif. Il est évident que pour arriver au pouvoir, il s'est soumis aux ordres des Anglo-Américains. Et quand il a pu, et effectivement, ça correspond à cela, il les a mis à la porte. En tout cas, tout au moins, il a désengagé la France de c'était pas l'OTAN, je ne sais pas si l'OTAN existait déjà à l'époque, en tout cas de l'Alliance Atlantique. Oui, du commandement intégré. Tout ce qui évidemment paraît contradictoire avec lui, mais c'est tout. Tant qu'il a eu besoin d'eux pour arriver au pouvoir, il était bien gentil, bien obéissant, et puis après, bon, mais enfin, quand même, la globalité de sa politique, c'était calamiteux pour la France. Vous savez très bien le résumé que j'en donne. Alors que le maréchal Pétain avait réussi, malgré l'occupation, malgré les intérêts anglo-américains, à préserver notre empire, Charles de Gaulle a réussi à nous laisser simplement un hexagone. Bon résultat. Et puis le leg supplémentaire avec la décolonisation et l'immigration à l'invasion. Merci. Avez-vous vu cette information qui rejoint en partie la première question, que l'aviation française aurait participé à la tentative d'interception des drones et des missiles israéliens? De quel droit? Euh, une erreur là, missile iranien. Missile Ah, iranien. mais oui. Missile iranien. Oui, oui, j'ai vu l'information. Et en fait, ça confirme ce que l'on sait déjà, ce qu'on devrait en tout cas savoir, ce que les Français devraient savoir, c'est qu'avec Macron, on ne fait que les guerres juives. Guerre juive en Ukraine, guerre juive pour protéger soi-disant Israël. Donc voilà où passe l'argent des petits Français, à faire la guerre pour les autres. Et pour des gens qui ne nous veulent franchement pas du bien. Quand on voit l'attitude de l'intelligence juive en France, je ne peux pas dire qu'ils. N'oublions tout de même pas qu'ils sont les principaux responsables de l'immigration-invasion après avoir été les acteurs de la décolonisation avec De Gaulle. Donc je ne vois pas pourquoi on se préoccuperait de les défendre, etc. Mais que voulez-vous? Avec Macron, ben, n'oublions pas ses origines juives. Il faut le rappeler, le rappeler, le rappeler. Donc il n'y a rien d'étonnant. C'est exaspérant, mais il n'y a rien d'étonnant. Alors, justement, docteur, un nouveau signe que Macron nous entraîne dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Selon le site de Cradle du 12 avril 2024,
La frégate française multimission Alsace a quitté la mer Rouge à court de missiles et de munitions qui lui servaient à repousser les attaques des forces armées yéménites. Qu'en pensez-vous? Ça rejoint effectivement la question précédente. Ça montre bien l'engagement de la France. Est-ce que les Français Oui. ont été consultés à ce sujet-là? Non, comme d'habitude. Et donc, le pouvoir déclenche les guerres en fonction de ses amitiés et de ses attachements ethniques. Donc voilà. Et c'est nous qui payons dans notre poche. Et puis aussi, éventuellement, de la vie de nos soldats. Ça, c'est encore un autre élément. Donc, cette information de Gradel est intéressante. Ça rejoint exactement ce que je disais dans la question précédente. Et donc, je rappelle, donc, en fait, et alors, je viens de voir oui, j'avais aussi mis de côté cette petite information, c'est que le commandant de la frégate, Jérôme Henry, a fait état de l'utilisation du missile franco-italien Aster. Vous savez quel est le prix? 2 millions de dollars par missile. Et ils l'ont utilisé justement pour essayer de contrer les Houthis yéménites. Voilà où passe notre argent. Si les peuples savaient ce que leurs gouvernants leur font faire à leur insu, normalement, il devrait y avoir des insurrections sans arrêt. Simplement, ils ne savent pas. Alors, selon le Financial Times, la Serbie va acheter des avions de combat français en s'éloignant de la Russie. N'est-ce pas surprenant? Oui, j'ai vu cette information. Alors, il faut voir peut-être ce qu'il y a derrière. Dans la mesure où les Serbes achètent ces avions, c'est peut-être une façon détournée de faire connaître notre technologie aux Russes. C'est pas les Russes qui vont acheter les avions, hein, on ne les redonnerait pas. Donc ça pourrait être l'occasion, par une voie détournée, d'avoir des exemplaires de ces avions. Donc, oui, l'information est surprenante, mais ça a à étudier toujours une autre version. Question suivante. Avec 71% d'impopularité, Emmanuel Macron est le quatrième dirigeant le plus détesté dans le monde. C'est ce qui ressort d'un sondage New York Times Morning Consult. Cela vous surprend-il? Ce qui me surprendrait, c'est que ce ne soit pas davantage encore. Cet homme est une véritable calamité pour la France, à tout point de vue. À tout point de vue, bon, vous avez vu les problèmes d'endettement de la France grâce à la politique du quoi qu'il en coûte de Macron, qui tout de même commence à faire réagir Bruno Le Maire. Et cet homme est une calamité. Alors, ou bien il n'est pas normal dans sa tête, bon, hypothèse, ou bien il le fait exprès. Il cherche à ruiner les Français et la France. C'est incroyable. Donc, qu'il soit détesté, bon, je dirais que c'est normal. Il fait tout pour ça. Je crois qu'il avait annoncé lui-même qu'il ferait des choses qui feraient que les Français le détesteraient. Et rappelez-vous sa fameuse phrase au moment certains événements entre 2021 et 2022, quand il disait qu'il ferait tout pour emmerder les Français. Il a bien réussi son coup. Il a bien réussi. Non seulement il les a bien emmerdés, mais il les a bien empoisonnés. Dans les deux sens du terme.
Alors, Et d'ailleurs, au point de vue réputation, ce qui ressort régulièrement, y compris dans la grande presse, c'est, parlant de Macron, l'homme aux 1 000 milliards de dettes. Il faut bien être premier dans quelque chose, comme je dis habituellement. 1 000 milliards de dettes. Et qui va payer, et évidemment, c'est pas lui, ni ses petits copains. toujours en France et toujours apporté un peu au bilan de Macron directement, c'est l'insécurité, hein, les attaques au couteau. On parle de 120 attaques par jour, c'est les chiffres de la police, hein. Donc elles ne cessent d'augmenter en France sans que le pouvoir macronien ne sévisse. Comment expliquer ce phénomène et comment y faire front? Bon, eh bien, l'explication, enfin, qui est les attaques au couteau, bah, évidemment, on ne peut pas l'accepter, ça. Mais on peut comprendre pourquoi. Quand les musulmans voient à quel point la France de Macron est un second Israël, par son appui aux Israéliens, contre les malheureux Palestiniens à Gaza qui sont un véritable génocide, en fait. Quasiment tout le monde le reconnaît. Étonnez-vous après ça qu'ils aient pas la rage. Donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la différence entre le français moyen qui n'en peut rien. Sachant qu'on avait ça quand même avant cette aggravation de la crise en Palestine, on avait aussi ce phénomène de délinquance. Ça, c'est de la délinquance qui est pas politisée, je dirais. C'est, enfin, en apparence, hein, quels que soient les reproches qu'on puisse faire à la politique étrangère de la France, quand même, c'est quelque chose de distinct, ne pensez-vous pas? Alors, il est évident que dans une certaine mesure, ça me fait penser à la politique menée à l'époque sous Hollande, par les Valls et Cazeneuve. Ces attentats leur servent aussi pour faire peur aux Français. Donc, ça permet aussi de resserrer les soi-disant lois, la liberté disparaît de plus en plus. Tout est tordu dans ce genre de politique. Ils se servent alors, ils peuvent pas non plus réprimer réellement parce qu'on ne sait pas finalement celui qui tient le couteau, bon, on sait bien qui c'est, mais qui l'a activé? Et ça, on ne sait jamais. Parce qu'en tout cas, à qui sert le crime? Ça sert justement à supprimer les libertés des Français. Et ça, on l'a vu partout depuis notamment le 11 septembre aux États-Unis. Et tous ces attentats ou pseudo-attentats servent à réduire les libertés des peuples ou à lancer des guerres. Nouvelle question. Le référendum voulu par les Républicains sur l'immigration a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Un commentaire? Quand on sait qui est à la tête du Conseil constitutionnel, un certain Laurent Fabius, il ne faut pas vous étonner. En fait, ces gens de cette intelligentsia juive, il y a un problème, ils ont un problème. C'est qu'à la fois, ils ont poussé, et ils poussent toujours d'ailleurs, puis ça continue à rentrer à plein bateau, ils poussent à l'immigration pour submerger la France encore chrétienne. Et d'un autre côté, ils prennent peur de cette masse qu'ils font venir du fait du sentiment antisémite qui monte, qui monte, qui monte. Donc ils sont partagés entre les deux et ils ne savent pas très bien quoi faire. Mais là, en l'occurrence, le fait que Laurent Fabius ait refusé justement le référendum des Républicains montre bien qu'ils entendent bien continuer à mener la politique d'immigration-invasion, la démonstration. Alors, petite réflexion en passant, et comment se fait-il que ce n'est pas le Rassemblement national qui a voulu lancer ce référendum? Mmh? Où sont les Marine Le Pen et Jordan Bardella? Dont on nous dit qu'enfin, au sujet de Bardella, qu'il est tellement populaire alors qu'il ne fait rien de ce qui pourrait défendre les Français.
Encore une fois, vraiment, si les sondages sont exacts, les Français sont vraiment les derniers des imbéciles. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et le problème, c'est qu'on est au milieu, nous. Bon, une autre question. La capacité de mensonge de nos énarques n'a pas de limite. Pour exemple, alors que le niveau de l'instruction publique s'effondre, Nicole Belloubet, actuelle ministre de l'Éducation nationale, a osé plastronner sur les médias. Moi, je trouve que c'est formidable de dire que l'école, ça marche. Auriez-vous un commentaire? Ben, comme vous dites justement, leur capacité de mensonge n'a pas de limite. C'est hallucinant. Donc, c'est la méthode Coué. Tout va bien, alors que tout s'effondre. Ben, c'est comme ça qu'ils gouvernent. Et que voulez-vous? Tant que les peuples croient aux mensonges de leur gouvernants, ben, ça marche. Hein. Tant pis si le petit gamin ou la petite gamine sont mal élevés, etc., etc. C'est pas l'école qui va rectifier le manque d'éducation déjà qui commence à la maison. Hein. Parce que la famille française aujourd'hui, c'est tout de même pas glorieux. Ils ont peur de sévir. On les a culpabilisés. Et maintenant, alors que les anciennes générations tout de même avaient des parents normalement sévères, à juste titre et de façon juste, et l'enfant en général comprend très bien que quand il a fait une bêtise, il est juste qu'il reçoive une punition. Aujourd'hui, non. Tout va à volo, tout est possible, et après ils s'étonnent quand ils vieillissent qu'ils leur crachent dessus. Bon, tant pis pour eux. Tout ça est lié. Mais ça, c'est pas Maladie une mentale question et française, si? société qui s'abandonne. Ça n'est pas une question française, si? Hmm. Le problème, il est Ouais, ailleurs qu'en France aussi. j'ai pas compris. Le problème, c'est en Europe, dans toute l'Europe, dans le monde entier, non? Ah, mais c'est dans le monde entier, mais qui est au pouvoir dans le monde entier? Les mêmes valeurs, entre guillemets. Donc voilà, ce sont justement les non-valeurs qui sont au pouvoir. Et tout laisser faire, tout laisser aller. Rappelez-vous le mot qui faisait fureur au moment de mai 68, il est interdit d'interdire. On en a les conséquences aujourd'hui. Avec une spécificité française peut-être en reconnectant avec une des questions précédentes sur la sécurité, c'est la violence qui s'installe dans les collèges particulièrement, hein, peut-être plus que dans les lycées, mais là, sur une seule semaine, une collégienne de 13 ans qui meurt suite à un viol collectif, Samara qui est lynchée à Montpellier, une élève lynchée à Tours, un collégien assassiné à Viry-Châtillon et un adolescent de 15 ans agressé à la barre de fer à Guyancourt. Ça sur une semaine. Hein. C'est assez effrayant, quoi. C'est effrayant. Et alors, à cela, il faut voir aussi tous les spectacles qu'on leur donne, tous les films violents qu'ils peuvent voir à la télévision. Et en plus de ça, ça démontre certainement euh, un mal vécu dans leur existence. Ils n'ont plus de repères, il n'y a plus d'interdits. Quoi voulez-vous qu'ils se gênent? Ils ont envie de violer? Bah allez-y, voyons, il est interdit d'interdire. Hein, hein, Belouvé, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, on est dans une société euh, en décomposition. Il est certain que le jour où il faudra remettre de l'ordre là-dedans, il faudra être saignant. Ce ne sera pas avec de belles paroles qu'on y arrivera. Il faudra punir et punir de façon, je dirais presque définitive. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas récupérables. Et il y a des peines de mort qui se perdent en ce moment.
Et je dirais que ça vient aussi du fait qu'il n'y ait plus de formation, comme l'armée, par exemple, non? Comment? Ça vient aussi du fait qu'il n'y ait plus la formation que l'armée Ah oui, française bien faisait à évidemment, l'époque. exact. Très juste, Jean-Manuel. Il est évident que le service militaire, bon, qui n'était pas toujours très drôle, etc., tout de même, il y avait tout de même une prise en main, une autorité. Bon, moi, personnellement, j'ai fait mon service militaire, contrairement à Macron qui aurait pu le faire, puisqu'il y avait encore le service militaire à l'époque. Mais bon, le malheureux devait être quelque peu infirme de quelque part, donc il est passé à côté. Et bon, je plaisante à peine, hein. Et non, il est certain que malgré les inconvénients du service militaire, c'était tout de même une bonne école de vie. On apprenait à côtoyer d'autres personnes d'un autre milieu, etc. Moi, personnellement, je ne regrette pas. En tout cas, votre observation est très juste. Dernière question, docteur, relativement à la France. La puissance du lobby juif ne cesse d'augmenter sous Emmanuel Macron. Ainsi, cette information, du 11 au 22 mars 2024, une délégation du CRIF faisait partie de la délégation française menée par la ministre Aurore Berger dans le cadre de la commission de la condition de la femme qui s'est rendue dans les locaux de l'ONU à New York. Avez-vous un commentaire sur cet événement? Je crois que c'est nécessaire. Ouais, il est évident que le CRIF est le maître d'œuvre quasiment de la politique française. Ça coule de source. C'est tout de même pas par hasard qu'il y a eu la célébration de la Hanouka à l'Élysée. Rappelez-vous. Donc, c'est la France juive, tout simplement. Et évident que, je dirais presque le malheureux, on peut le comprendre, mais enfin, c'est dans ses tripes à ce malheureux Macron. Il se sent juif avant tout. Donc, il est évident qu'il ne peut que nous faire une politique juive. Et le CRIF en est un des acteurs. Très bien. C'est vrai qu'il a démantelé le corps diplomatique français. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a des déplacements à l'étranger, la nature détestant le vide, on remplace ce corps diplomatique par d'autres corps constituants. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est absolument invraisemblable. On peut dire que le CRIF est une structure officielle de la République française. C'est pas par hasard que depuis la Révolution dite française, l'expression judéo-maçonnerie désigne la politique française. Il y a peut-être quelques raisons à cette accusation. On en a l'exemple. Oui, nous ne sommes plus maîtres chez nous, à aucun point de vue. C'est peut-être temps de se réveiller et d'atterrir. Alors nous passons à la rubrique Nos milieux. Étienne Couvert est décédé durant le week-end pascal du 30 mars. Souhaitez-vous évoquer son souvenir? Certainement, parce que je l'ai très bien connu et il est toujours abonné à la politique. Donc c'est quelqu'un de remarquable qui a écrit plusieurs livres sur la gnose, justement, que je recommande vraiment de lire parce que ça explique justement le pourquoi du comment de la gnose et son lien direct avec la maçonnerie et avec la Kabbale. Donc Oui. c'est dommage, c'est une perte. Bon, il avait l'âge qu'il avait. Euh, je le regrette. Franchement, très profondément, je le regrette. Une autre question. Henri de Lecken a la haine envers vous. Avez-vous eu connaissance de l'un de ces derniers entretiens vous concernant? Ordurier et une explosion de haine.
Pourquoi une telle haine? Bon, alors, oui, bon, ça correspond, en fait, votre question correspond à un document que j'ai reçu il y a quelque temps de notre ami Eric, qui n'est pas là d'ailleurs ce soir, malheureusement, parce qu'il travaillait. Et petit problème simplement, c'est que ce document date de 2020, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et alors, le support, c'est en fait un texte absolument venimeux et ignoble de Jeune Nation. Jeune Nation qui est sous la coupe d'Ivan Benedetti, qui me hait, si on peut dire, cordialement. Alors, c'est pas lui qui l'a signé, c'est à mon avis un pseudonyme, mais je pense que c'est lui qui est derrière. Et absolument ordurier, m'accusant de choses qui que j'ai dites effectivement, pour certaines d'autres qui ne sont pas vraies, mais que j'ai dites parce que j'avais les références pour le dire, mais ça lui plaît pas. Je regrette beaucoup, c'est pas mon problème. Mais surtout, ce qui m'a bien fait rire quand j'ai vu le document, c'est que dès que Henri Lesquin l'a vu, il s'est précipité pour applaudir et renchérir, en me traitant de musulman. Ah oui, c'est vrai, ma mère est née au Caire, donc elle est née au Caire, elle est musulmane. Lesquin, il ferait bien de se méfier à ce qu'il dit, parce qu'il est né au Maroc, donc il est marocain. Ouais, faut arrêter de dire des bêtises, je ne vais pas dire de gros mots quand même. Donc voilà l'individu sur Lesquin. Alors, bon, on peut se demander pourquoi il me et aussi cordialement. À mon avis, il y a deux raisons. C'est que je suis celui, l'affreux, qui a découvert dans un numéro de sa lettre d'information du Club de l'Horloge une perle, numéro 40, dans lequel il disait que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 était l'acte de naissance de la nation française. Donc, pour ce soi-disant aristocrate, la maçonnerie, ça n'a pas existé. Ah bon? Alors, petit détail en passant, la Ligue de défense juive lui a reproché de cracher dans la soupe en lui rappelant, parce qu'il aime bien se faire bien voir des milieux à droite ou extrême droite, en faisant de l'antisémitisme primaire. Et il rappelait à Lesquin que, quand même, vu ses origines, il devrait mettre mollo un petit peu sur certaines de ses déclarations. Et évidemment, Lesquin n'a pas aimé, mais il n'a pas répondu. Alors, qui ne dit mot consent. Alors, tout ça sont des rappels que je fais assez régulièrement, que ce soit dans des conférences, entretiens ou dans la politique, et je sais il me suit à la piste. Donc, disons qu'il a la rage. Donc voilà, donc Lesquin, c'est un pseudo-pseudo. Alors, on va changer de rubrique pour aller à l'étranger. Après le bombardement meurtrier de son consulat à Damas, l'Iran, comme il l'avait promis, a rendu la monnaie de sa pièce à Israël. Pouvez-vous revenir sur cet enchaînement et sur les suites possibles? Oui, bon, il était logique que l'Iran réagisse. Bon, alors, cette agression de l'aviation israélienne sur le consulat iranien à Damas représente deux violations. Violation d'un territoire diplomatique, ça ne se fait pas. Les lois de la guerre interdisent cela. Donc là encore, Israël s'arroge tous les droits, bon, tout ça pour sa vengeance. Ouh. Deuxièmement, c'était en territoire syrien. Donc, agression contre un pays indépendant. Petit détail en passant. Donc vraiment, Israël, une fois de plus, démontre
qu'il se fiche totalement intégralement de tous les règlements, toutes les lois, tous les accords internationaux pour faire ce qu'il veut par vengeance. C'est un peuple qui ne s'explique que par la vengeance. C'est un peuple de haine. Alors, apparemment, les Israéliens ont voulu surtout démontrer qu'ils pouvaient être très, 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 très meurtriers s'ils le voulaient. Et c'est curieux, c'est un acte, peut-être ont-ils raison, je ne sais pas, on verra la suite, mais ils ont prévenu Israël, les alliés d'Israël, de ce qu'ils allaient faire et de quand ils allaient le faire. Donc, toutes les précautions ont été prises pour essayer d'intercepter ces missiles et ces drones, mais apparemment, quand même, d'après un certain nombre de documents que j'ai reçus et des photos qui vont avec, il y a quand même eu le dôme de fer israélien, tout de même a laissé passer pas mal de choses. Donc, il y a eu de la casse. Mais comme les Israéliens, comme les Iraniens n'ont visé que les aéroports militaires, les sites militaires israéliens, il n'y a pas eu de victimes civiles, contrairement aux attaques faites par Israël contre l'Iran et autres pays. C'est toute la différence. Donc, c'est tout de même intéressant de voir, en tout cas, il est évident que pour Israël, cette capacité, cette puissance de l'attaque iranienne devrait leur servir d'avertissement, parce que s'ils continuent à, à faire les malins, la prochaine fois, je crois que ce sera une attaque sans avertissement. Alors, il y a différentes choses intéressantes aussi. C'est que, et d'ailleurs, c'est le site iranien Al 24 News qui sort cette menace que si les Israéliens, en vengeance, encore une fois, parce qu'ils ont perdu la face une fois de plus, comme après le 7 octobre, et du fait du Hamas. Si Israël veut se venger encore une fois, l'attaque iranienne, la prochaine fois, sera absolument sans préavis. Donc, à vie, ensuite tu verras. Et il faut bien voir que Israël, enfin, en fait, est, est cerné. Sur le terrain, avec le Hamas, c'est l'échec. Sur le terrain, il n'y arrive pas. Évidemment, il peut bombarder les populations civiles sans défense, avec les petites bombettes, les bombes humanitaires américaines, humanitaires entre guillemets, bien sûr, mais sur le terrain, contre le Hamas, il n'y arrive pas. Contre les Houthis, qui interceptent les bateaux qui vont à destination d'Israël pour ravitailler, là aussi, ça se passe mal. Et, et puis, à la frontière libanaise, le Hezbollah qui ne cesse d'attaquer les positions israéliennes, là aussi. Donc, Israël est en très mauvaise posture. Et ils ne comprennent pas que le seul moyen de s'en sortir et d'essayer de survivre, c'est de trouver un accord avec les Palestiniens. Et le seul problème auquel ils vont se heurter, c'est que, à supposer que les Israéliens seraient assez intelligents pour comprendre leur intérêt et passer un accord avec les Palestiniens, pour deux États, aujourd'hui, les Palestiniens n'en veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est les Israéliens dehors. Donc, rappelez-vous ce que je dis déjà depuis au moins 3 ans, sinon maintenant peut-être 4 ans, le temps d'Israël est compté. Les taux se resserrent, les attaques contre Israël sont de plus en plus meurtrières, et ils ne comprennent pas. Tant pis pour eux. Et
Encore une fois, vraiment, ils sont, ils sont incroyables. Encore un exemple de la chutzpah juive, c'est-à-dire le culot juif. Le président d'Israël, Isaac Herzog, a déclaré que l'attaque israélienne était une déclaration de guerre. Il faut être sérieux quand même. Qui a Attaque déclaré la guerre? iranienne. Oui, iranienne. Qui a déclaré la guerre, sinon Israël, en bombardant le consulat iranien, justement. Donc, tous les doublés, ces gars-là. C'est incroyable. Et ça, c'est un point important. Parce que dans les médias, Ah oui, mais bien on a entendu, tendance à dans les médias, oublier, on a tendance à oublier la phase de provocation. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mécanisme que vous avez souvent décrit dans vos conférences, c'est-à-dire la séquence provocation, réaction, répression, avec des false flags ou de façon visible. Donc ça, c'est vraiment la séquence classique que l'on voit. C'est signé en fait, hein, dans beaucoup de conflits c'est dans signé. l'histoire. C'est absolument signé. Donc, quand on a les médias dans la poche, évidemment, on peut tout faire. Donc, l'attaque de Damas, qui a été quelque peu évoquée tout de même à un moment donné, après l'attaque de l'Iran sur Israël, on ne rappelle plus ça. Donc, c'est une attaque, c'est une déclaration de guerre, comme dit le président d'Israël. C'est Bien un sûr, point que Hubert Védrine avait dû rappeler à Ulysse tout Gosset à à fait. plusieurs reprises lors d'un entretien Tout sur à fait. BFM TV. C'est curieux, vers Védrine, il y a longtemps que je suis. D'ailleurs, je crois me souvenir aussi qu'au moment du 11 septembre, il n'avait pas été début. Il n'avait pas été mal du tout au point de vue constatation. D'ailleurs, on a vu deux ministres des Affaires étrangères vraiment quelque peu lucides et honnêtes, c'est Dominique de Villepin et Hubert Védrine. Alors ça fait un gros contraste, ça fait une belle transition, c'est un sacré contraste avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, un certain Stéphane Séjourné, homosexuel notoire, l'ancien amant d'Attal, je crois, qui, Attal, qui, qui, exactement, qui pas qui- plutôt nommé par Macron Premier ministre est empressé de nommer comment dit-on déjà, peu importe, son petit son, mignon, son petit mignon, son copain de pyjama, je ne sais pas, son amant, je copain sais de pas. pyjama, ah, pas mal, Pierre, copain de pyjama, oui, ça c'est pas mal, oui. Alors, Comme ministre non mais c'est la rigolade dans le monde extérieur, à et attendez, l'international. vous êtes au courant, vous avez vu qu'il a, alors je sais pas si c'est un, non, c'est pas un fait, il a convoqué l'ambassadeur d'Iran à la suite de cette attaque ce week-end. Le problème, c'est qu'il n'y a il y a plus d'ambassadeur d'Iran en France. Donc, Ah, mais c'est du n'importe quoi. vous voyez les niveaux de la On gaffe. ment comme des arracheurs de dents, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc voilà. Il y a un petit point peut-être aussi à souligner, c'est que ni la Russie ni la Chine n'ont condamné, bien sûr, hein, l'attaque enfin la riposte plutôt de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Hein. Donc, Et le concert comment dirais-je, de cris, tout à fait. comment dirais-je, Mais de d'ailleurs, critiques est uniquement du côté occidental, pas du côté, enfin du reste du monde, si je puis dire. j'ai déjà cité ça lors d'un entretien, et en tout cas dans la politique, on l'a mis. C'est une déclaration d'un responsable du Likoud, qui est le parti de Netanyahou. C'était avant ces événements-là, mais il y avait certainement dû y avoir quelque chose qui avait déplu aux Juifs. Et il disait que tôt ou tard, Israël saurait se venger. Quand j'ai eu ouï dire de l'attaque sanglante contre cette discothèque près de Moscou, soi-disant attribuée à l'État islamique, bon, peut-être que l'État islamique, alors l'État islamique, il faut tout de même rappeler que c'est une création américano-israélienne, puisque son dirigeant à l'époque, c'était un certain al-Baghdadi, alias Samuel Elliott, membre du Mossad. Donc, il est possible que si réellement cette attaque de cette discothèque près de Moscou
C'est le Mossad, c'est l'État islamique qui l'a fait. Ce ne serait pas incompatible, mais ce serait toujours la main d'Israël qui serait derrière. Et ça, à mon avis, les Russes le savent. Donc, ça explique beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, pour rester toujours dans la région, Israël vient d'enlever plus de 8000 Palestiniens de Cisjordanie comme otages. N'est-ce pas une ville vengeance devant son impuissance face au Hamas? Tout à fait. Donc, il faut bien souligner qu'ils les ont enlevés de Cisjordanie, qui normalement n'est pas impliquée dans l'affrontement entre le Hamas et Israël. Donc, c'est vraiment une basse vengeance. Mais après, il s'étonne des réactions qui suivent après, et coup pour coup. Ils ne savent pas s'arrêter. C'est cette éternelle hystérie juive, cette éternelle soif de vengeance sans chercher à arranger les choses, qui fait que périodiquement, à travers toute l'histoire, ça leur retombe sur la figure. Ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux, je crois que certains finiront par leur faire comprendre en faisant rentrer dans la gorge leurs actes inhumains. Et c'est en train de se passer. Donc, question suivante. Il semble que cela n'aille pas au mieux pour Netanyahou, qui, devant son incapacité à récupérer les otages pris par le Hamas, fait face à des manifestations monstres contre sa politique. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation interne en Israël et les risques que court Netanyahou? Bon, ce que j'en sais, c'est tout de même à travers un certain nombre de communiqués de presse qui fait état de manifestations monstres de la population israélienne qui réclame à corps et à cri les otages retenus par le Hamas. Et ce que je constate, là évidemment, les médias se gardent bien de le souligner, ce que je constate, c'est que c'est Israël qui est demandeur. C'est Israël qui demande une trêve pour la libération des otages. Et c'est le Hamas qui dit non, ils ne veulent pas. De toute façon, ils sont gagnants. Pour l'instant, ils sont gagnants. Pourquoi voulez-vous qu'ils cèdent aux demandes d'Israël? Donc, il est évident que Netanyahou, dans son entraînement meurtrier, va finir, je suppose, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour les Israéliens d'ailleurs, il va finir par lui arriver quelque chose. Ou il le jette dehors, ou bien il disparaît d'une façon ou d'une autre. Il y a des individus comme ça qui ne devraient jamais exister parce qu'ils causent le malheur de leur peuple. Et il y en a. Alors, les régimes sionistes israéliens et ukrainiens ont entre autres points communs qu'ils ciblent systématiquement les journalistes. Ainsi, de Gaza à Lugansk, de nombreux journalistes ont été tués. Est-ce un hasard selon vous ou quelque chose de souhaité, de prémédité? Il me semble que c'est absolument évident. Ils veulent supprimer les témoignages de ce que et Zelensky et ses sbires et Netanyahou et Tsahal font leur population. Il est évident qu'il ne faut pas que la vérité filtre en Occident. Donc, il y a une chose, et notamment en ce qui concerne Israël et les Palestiniens, il y a une chose qui est flagrante dans l'attitude des Israéliens. Ils ciblent les, les équipements sanitaires, donc les hôpitaux, les ambulances, et ils ciblent les humanitaires, et ils ciblent les journalistes qui pourraient être témoins
justement de ce carnage. Donc voilà, encore une fois, c'est la description de cette attitude absolument sanguinaire des Israéliens. Ils ne comprennent pas. Ils vont en subir les conséquences et je ne voudrais pas être à leur place. Alors justement, à propos de ce carnage, depuis les États-Unis, la Maison-Blanche confirme que 208 humanitaires ont été tués par Israël depuis l'invasion de Gaza. Que ne dirait-on pas si la Russie avait un tel bilan en Ukraine? Qu'en pensez-vous, docteur? Votre question, vos réponses, j'ai l'impression, non? Non, mais Absolument, oui. exactement, c'est ça le problème. Bon, alors, je sais bien que dans une guerre, il y a toujours des, comme on dit, des victimes collatérales. Enfin, il peut y avoir des victimes collatérales accidentelles parce qu'elles se trouvent à un moment donné au mauvais endroit. Et puis, il y a les victimes qui sont systématiquement ciblées. Parce que c'est une guerre d'extermination. Et ça, on le voit en Ukraine avec les exactions qui datent déjà depuis la révolution de Maïdan en 2014, où ils n'ont pas cessé de bombarder les populations civiles russophones qui avaient fait sécession, Donbass. Et puis, au Moyen-Orient, ciblant les Palestiniens, les civils palestiniens. Ce ne sont pas des actes de guerre, ça. Ce sont des guerres, des actes de vengeance parce qu'ils se sentent, je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils se sentent impuissants sur le terrain face au Hamas. Donc ils se vengent bassement, salement, criminellement contre les populations civiles. Et il est bon que les Américains tout de même commencent à s'en rendre compte. D'ailleurs, je dois remarquer que Biden tout de même essaye de retenir dans les bretelles Israël qui voudrait bien aller plus loin. Et puisqu'il y a certains membres du gouvernement israélien qui souhaitent qu'Israël utilise la bombe atomique pour régler le problème de Gaza. Vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir. Alors, je pense tout de même qu'il y a une seule chose qui peut les bloquer, les empêcher de faire cela, c'est que qui dit bombe atomique dit aussi radiation et que Israël pourrait bien subir les conséquences de sa bombinette. Donc voilà. En fait, c'est un équilibre de terreur. Par rapport à ça, je résiste pas. J'ai pas mal de citations, au moins une là, d'un rabbin qui s'appelle Manis Friedman dans Moment Magazine, qui s'appelle un article qui s'appelle Ask the Rabbi, donc demande au rabbin. C'est en 2009. Je traduis, il dit je ne crois pas dans la moralité occidentale. La seule manière de mener une guerre morale, c'est à la manière juive, c'est-à-dire détruire les lieux saints, tuer les hommes, les femmes et les enfants et le bétail. Fin de Les enfants. citation. Et vous connaissez cette fameuse déclaration d'un militaire israélien, ça date déjà depuis un certain temps, disant qu'il tirait de préférence sur les femmes enceintes parce que ça en faisait deux d'un seul coup. C'est absolument inhume, c'est inimaginable. Alors qu'Israël, devant l'indignation mondiale face au génocide armé et alimentaire, dont il se rend coupable tous les jours, prétend qu'il laisse passer l'aide humanitaire. Amanda Power, responsable américaine de l'USAID, dénonce: la famine est en cours à Gaza. Jusqu'à quand l'Occident se contentera de la réprobation verbale? Il est évident que Israël est mis tout de même en accusation du fait de la famine qu'il organise des populations palestiniennes. Donc, c'est pas suffisant de les tuer par les bombes américaines. Il les affame euh, par tous les moyens, mais ils prétendent, bien entendu, parce ils sont moraux, ils ont la morale, n'est-ce pas, qu'ils laissent passer l'aide humanitaire. C'est un mensonge. C'est un mensonge flagrant, et justement, cette responsable américaine vient de le confirmer.
Ce sont des menteurs, ils continuent à faire leur crime tout en disant qu'ils ne le feront pas. Il n'y a que les complices qui y croient. Toujours à l'étranger, mais on va s'éloigner du Moyen-Orient pour aller du côté du Parlement européen. Donc, record d'abstention ou d'absence des députés européens de droite, RN, Républicains, Reconquête, lors du vote de la résolution visant à inscrire l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À noter que seuls Nicolas Bay, Reconquête, et Mathilde Androuet, RN, ont voté contre le 11 avril dernier. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais enfin, je voudrais tout de même rappeler que Nicolas B, tout dernier, alors Nicolas B qui fait partie du parti de Zemmour. Donc, c'est pas étonnant. Nicolas B qui est partisan que l'on fasse bien entendu la guerre avec Israël et pour l'Ukraine. Oui. Un ancien du RN, hein, qui a quitté le RN pour aller vers Zemmour, absolument. Ouais. Et alors, la Mathilde Androuet, je ne sais pas, je ne la connais pas. Bon, mais ce qu'il y a de terrible avec le Rassemblement national, c'est que de temps en temps, on voit des déclarations qui sont pas mal. Le problème, ce ne sont pas celles des dirigeants. Et les dirigeants, ils ont eu telle peur de ne pas être politiquement corrects, en fait, ils acceptent tout. Qu'on me dise, quelle est la différence, au point de vue position, entre un Bardella et Macron sur la question ukrainienne, sur le carnage contre les populations civiles à Gaza? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Et alors, ce qui me surprend, c'est que les sondages nous disent qu'il est au plus haut de la popularité. Ben, je comprends pas. Ben, on verra ce qui se passera aux européennes. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que les médias le poussent en avant, le poussent en avant, le poussent en avant. Donc, si les médias le poussent en avant, pas besoin de vous faire un petit dessin, vous avez compris, c'est qu'il est compatible. Donc, il est exclu de voter pour sa liste. Alors, en nous restant à Bruxelles, le Parlement européen a également et largement adopté le pacte migratoire. L'Union européenne impose donc la répartition obligatoire des migrants dans nos communes, avec à la clé 20 000 euros d'amende par migrant refusé. N'est-ce pas là le suicide voulu des dites élites européennes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, on ne peut comprendre ça que si on ne sait pas qu'en fait, tous ces mouvements dits de droite en Europe sont tenus. Ils sont tenus soit parce qu'ils ont des accointances maçonniques, soit parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Donc, on fait comme tout le monde. Non, mais on est trahi par les nôtres. Ça, c'est absolument évident. Il n'y a pas qu'en France. Prenez en Italie la Mélanie, elle se révèle une catastrophe, cette femme. Elle avait, avant d'être élue, bien entendu, avant d'être élue, elle était remarquable, elle disait des choses très bien. Arrivée au pouvoir, ah oui, mais alors, on peut comprendre que, vu l'héritage économique que lui a laissé son prédécesseur Mario Draghi, aux origines connues, et ancien de la Goldman Sachs, elle soit obligée de passer sous les fourches codines de l'Europe. Oui, mais enfin, quand même, hein, elle qui promettait de mettre un terme à l'immigration, invasion en Italie, ben, ça arrive, c'est comme en France, ça arrive de plus belle. Donc à quoi ça sert d'élire ces gens-là? Donc, on va rester à Bruxelles. Alors que la réélection de la présidence de la Commission européenne se rapproche, il semble que la reconduction d'Ursula von der Leyen ne semble plus aussi acquise que prévu. Qu'en pensez-vous, docteur? Oui, bon, je crois que là, elle pousse même le bouchon un peu trop loin. Bon, alors, cette femme, on la connaît déjà de quand elle était ministre de la Défense
en Allemagne. Elle n'a pas laissé de bons souvenirs parce que, bon, déjà, elle a tripatouillé sur le plan économique pour sa poche, bien entendu. Et bon, une fois maintenant elle a été à la tête de la Commission européenne, on peut dire qu'il s'en est mis aussi plein les poches par ses accords secrets avec Albert Bourla de Pfizer, en passant des commandes pour des milliards d'euros ou de dollars, je ne sais pas, bref, faisons la conversion en euros, sans demander rien à personne et sans la moindre consultation de la Commission européenne. Donc, elle décide. Et quand certains de la Commission européenne lui ont demandé de bien vouloir communiquer les échanges qu'elle avait eus avec Albert Bourla, dont je vous rappelle les origines quand même, en passant, hein, faut oublier ça. Ah, on ne les trouve plus. Ah, comme c'est curieux. Donc, c'est une parfaite trafiquante. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, il est certain qu'actuellement, il n'a pas le vent en poupe et qu'il se pourrait qu'il serait souhaitable d'ailleurs qu'elle ne soit pas reconduite à son poste. On verra bien. Là aussi, ça va dépendre du degré d'indépendance des différents représentants qui siègent à la Commission européenne. S'ils sont indépendants, normalement, elle devrait être mise dehors, ou bien si tout le monde est tenu par la barbichette, pour une raison ou pour une autre, maçonnerie et autres, intérêt économique, eh bien la mafia continuera au pouvoir. On arrive à notre dernière question, docteur. Le père Manfred Hauke, prêtre catholique et professeur de théologie, doit être jugé par un tribunal pénal suisse à Bellinzona, en Suisse, pour avoir publié un article critiquant le clergé homosexuel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce scandale des autorités suisses? J'ai vu passer ça, oui, mais voilà, encore une chose, interdit de dire la même chose, c'est la dictature LGBT. C'est la dictature LGBT. Et ah, cette bonne petite Suisse. Tous les pays sont atteints. Je crois que les seuls qui échappent à ça, c'est la Russie, incontestablement, parce que sur ce plan-là, Poutine a édicté des lois, fait passer des lois à la Douma très répressives. En Chine aussi, je suppose. Je n'ai pas de nouvelles particulières dans l'autre sens à ce sujet-là. Dans les pays musulmans, bien entendu, c'est très, très, très mal vu. Mais l'Occident est pourri. La nouvelle normalité, c'est l'homosexualité. Ça rime. Et c'est intéressant parce que l'article en question, c'est un prêtre polonais, Dariusz Oko, qui avait mis en lumière les cas d'abus commis par des prêtres et des évêques homosexuels et détaillé les mécanismes utilisés par les homoclans. Donc ça, c'est un nouveau mot, oui, pas mal, ou une homomafia d'ecclésiastiques prédateurs pour éviter d'avoir à rendre des comptes de leurs actes. Donc, incontestablement, bon, c'est action-réaction, il y a tout de même des gens qui osent dire les choses, qui osent dénoncer, mais heureusement, pour les homosexuels, pour les LGBT, il y a la justice qui vient à leur secours. Bien sûr, parce que l'homosexualité est un petit peu la base de notre nouvelle société, en fait, un petit peu la couleur. Oui, c'est la revanche de Sodome et Gomorrhe. Effectivement.
Qui connaît encore cet épisode de Sodome et Gomorrhe? Qui connaît ça encore? Est-ce qu'on apprend ça encore dans les écoles catholiques? C'est même des choses bonnes à savoir. Ouais, ben voilà, c'est comme ça, mais il ne faut pas s'étonner que la société aille à volo quand les autorités qu'on dit morales ne font plus leur travail. Et les gens ne sachant plus rien, évidemment, sont prêts à tout avaler, sans réagir. Voilà le résultat. Et puis, je répète encore le mot de mai 68, il est interdit d'interdire. Sous prétexte de Il y a progrès. même, il y a même le changement de sexe qui est remboursé par la Sécu apparemment. Hum c'est pas apparemment, c'est réel, donc de notre poche. On n'est pas d'accord avec ça, mais on paye. Quelle belle époque. Bon, nous sommes à la fin de l'entretien. Avons-nous quelques petites annonces où on pourrait peut-être parler Alors, du succès de la je dernière conférence? voudrais faire état, je voudrais faire état justement d'une chose, Jean-Luc, que vous m'avez dite, c'est le chiffre impressionnant du nombre de visionnages pour ma dernière conférence et apparemment la toute dernière que vous venez de mettre en ligne est en train de suivre le même exemple. Vous pouvez rappeler les chiffres? Alors, les chiffres pour l'avant-dernière conférence, La fin de leur monde, on est à 177 000 vues en un mois. Ça devient la conférence la plus vue de notre chaîne. Et la dernière, vers la Troisième Guerre mondiale, est à 9 400 vues en 22 heures. Donc, effectivement, elle part très bien. Hmm. Après Énormément de Euh, vues. c'est quoi? C'est la conférence, là, la fin de leur monde. À la C'était fin de quoi? leur monde. C'était sur YouTube. Sur YouTube également. Après, on a Sur été un YouTube. peu puni, un peu coupé. Et là, on vient de pouvoir remettre en ligne une vidéo, donc vers la Troisième Guerre mondiale, votre dernière conférence. Fait 9400 vues en 22 heures, avec pas mal Non. de commentaires. Longue Oui, vie. et les Je peux vous, commentaires. je peux vous en lire un ou deux, oui. Alors, longue vie à vous, monsieur Pondassac, Poncardassac. Ne nous quittez pas, vous êtes primordial. Merci, monsieur Philippe Poncardassac. Quelle bouffée d'air frais. Voilà un vrai homme français. Merci, monsieur Poncardassac. Respect à monsieur Poncardassac. Des conférences de qualité, on en redemande. Merci beaucoup. Merci. Soutien aux nationalistes français. Beaucoup d'entre nous souhaitent être présents à toutes les conférences. Votre public est partout. Monsieur Poncardassac est toujours aussi passionnant. Merci. Voilà, ainsi de suite. Très instructif. Merci beaucoup. C'est ce qu'il y a là, 241 commentaires comme ça. 241. Hmm. Et il y a des messages hostiles là-dedans? Là, j'en ai pas trouvé. Il y en avait sur la dernière, un ou deux qui nous traitaient de nazis, enfin vraiment bêtement. C'était des trolls, je pense, je les ai supprimés. Mais dans l'ensemble, non, là, je les ai pas tous regardés, mais c'est les merci, merci, bravo, voilà. Ça correspond un petit peu à ce que moi-même je reçois directement, incontestablement. Et ce que je dois souligner aussi, c'est que parmi tous ces témoignages, ces approbations, il y a tout de même une bonne proportion de musulmans. Oui, tout à fait. Là, on a à peu près 10% Oui, de oui, ça musulmans de nos correspond à peu près vues à ce et que je vois ça ne fait exactement. que monter. Tout à fait, tout Voilà, à parce que fait. sur la dernière conférence, il n'y a pas trop de commentaires de musulmans, mais sur l'ancienne, il y en avait beaucoup, hein. Vraiment. Oui, non, mais il est évident que l'ancienne touchait tout de même particulièrement au problème, notamment en ce qui concerne Gaza. Donc, ils se sentent concernés, c'est évident. Non, mais il y a de plus en plus de musulmans qui comprennent que nous avons le même ennemi et qu'on doit s'unir pour combattre et battre cet ennemi commun.
C'est fondamental. C'est ce que j'ai voulu amorcer il y a déjà plusieurs années quand j'ai rappelé le rôle du décret Crémieux. Adolphe Isaac Crémieux, président fondateur de l'Alliance israélite universelle, ça veut tout dire, qui était ministre de l'Intérieur de la Troisième République. Même rappeler les choses. Et c'est grâce à ce décret criminel, il faut rappeler les choses, toujours rappeler, euh, que, en fait, seuls les juifs d'Algérie ont obtenu la nationalité française, pas les musulmans qui venaient de se battre pour la France contre la Prusse en 1870. Là, il faut toujours rappeler les choses parce que pourquoi est-ce que tant de musulmans haïssent la France et les Français? Ben, c'est à cause de toutes ces choses-là. Parce que pour eux, pas la France, c'est le gouvernement. Oui, mais nous, Mais nous ne sommes pas. grâce à vous, ils font la différence. Et là, sur l'ancienne vidéo, Exactement. Et c'est ça. Alors là, j'avoue que pour moi, bon, je ne pense pas avoir besoin de booster. Mais incontestablement, c'est un encouragement parce que ça montre que rappeler les choses, être véridique, toujours s'appuyer sur des faits, rappeler les choses bien documentées historiques qui expliquent l'évolution des choses, les gens intelligents comprennent, les autres n'ont aucune importance. La seule importance qu'ils ont, c'est que comme c'est la majorité des imbéciles, ça gêne un petit peu la reconquête. eh ben, ouais, un petit commentaire quand même de l'avant-dernière conférence, hein. Je suis algérien. Je suis très étonné de découvrir qu'il existe en France des patriotes éclairés, objectifs et libres. Je m'abonne. Je suis Bon, musulman. d'accord. Un autre commentaire. Je suis musulman algérien. Je vous découvre enfin des vrais Français qui défendent leur pays. Voilà, c'est ce qu'on a d'Algérie. On a un très bon retour. Je sais. Je sais. Depuis longtemps, on m'a signalé que justement, après la France, c'était l'Algérie où j'étais le plus entendu. Et je suis persuadé, d'ailleurs j'en ai quelques témoignages aussi, c'est que les Algériens ne sont pas fanatisés, regrettent que la France soit partie d'Algérie grâce à De Gaulle. On oublie celui-là encore. Tout ça c'est encourageant. Et je répète encore une fois, ce n'est que par l'alliance de nos communautés qu'on arrivera à se débarrasser de cette communauté qui nous oppresse. Avec cette mafia juive qui est installée en France, et puis dans le monde aussi, bien entendu. Donc voilà, on continue notre travail, et bon, heureusement que les gens honnêtes reconnaissent ce travail et y adhèrent. Alors, je voudrais tout de même rappeler toujours des petites choses, justement, du fonctionnement. Qu'on n'oublie pas de nous dire, quand on commande des livres ou des abonnements à la politique, de nous prévenir, parce que quand ça passe par la banque, par notre compte bancaire, on reçoit le montant de la somme, mais c'est tout de même fondamental. Si vous voulez recevoir ce que vous avez commandé en temps voulu, euh, nous, on attend que vous protestiez de ne pas avoir reçu. Donc, pensez toujours à nous prévenir, c'est fondamental. Euh, je voudrais aussi, petit détail, mais tout de même son importance. Il y a des gens qui croient que leur écriture est lisible de tout le monde. Ben, je regrette beaucoup. On reçoit parfois des gribouillis, on se demande franchement ce qu'ils ont voulu écrire. Alors, peut-être sont-ils nerveux, bon, ben, qu'ils se calment avant d'écrire. Parce que sinon, ben, là aussi, on attendra qu'ils protestent. Parce qu'on n'en verra rien, parce qu'on on sait pas ce qu'ils veulent. Et notamment parce que leur adresse est écrite n'importe comment. On ne va pas sacrifier des envois simplement parce qu'on aura cru comprendre telle ou telle adresse. Donc, on attend. Donc, de grâce, soyez sérieux.
écrivez correctement. Voilà, et puis pour les photos, essayez de faire pour le mieux quand même, que ça nous facilite un petit peu la vie. Voilà, en tout cas, merci, merci à vous trois, Jean-Luc, Jean-Manuel, Pierre. Je regrette qu'Éric n'ait pas été là, parce que j'en profite pour tirer mon chapeau aux excellents documents qu'il m'envoie. Merci à tous ceux qui réagissent de façon favorable et aux conférences et aux entretiens. Je leur demande bien évidemment, comme à tout un chacun et chacune, de diffuser, de faire connaître, de venir à mes conférences, euh, pour une raison très simple. D'une part, bon, il y a un petit aspect économique qui joue aussi, qui permet de rembourser le montant de la salle et le voyage, mais il y a aussi, pour ceux qui viennent, la possibilité de poser des questions directement et d'avoir un échange direct. Donc, c'est tout de même important. Alors, bon, évidemment, c'est tellement commode de rester dans ses petits pieds dans les pantoufles à regarder la conférence sur Internet, mais quand même, si vous voulez réellement être des militants, vous pouvez, surtout ceux qui sont de la région parisienne, vous pouvez mouiller peut-être votre chemise un petit peu. Alors justement, docteur, la prochaine est prévue le samedi 11 mai, c'est le week-end de l'Ascension. C'est l'occasion, peut-être, c'est le moment ou jamais pour certains de faire un déplacement à Paris avant les Jeux Olympiques pour profiter de la capitale et venir vous voir. Vous voulez rappeler le titre si vous l'avez déjà, si vous avez Oui, déjà fixé le tout à fait. menu? Non, je n'ai pas encore le titre, j'ai plusieurs possibilités, mais bon, en principe, je tente tout de même une semaine avant de me... Enfin, j'attends le moment où je dois publier l'annonce de la conférence pour donner le titre. Donc, il faut que, s'il y a quelque chose de très important dans l'actualité, évidemment, le titre de la conférence sera en fonction de cela. Mais Bien sûr. il y a plusieurs politiques, il y a plusieurs possibilités. Il est très possible que je refasse prochainement quelque chose sur la maçonnerie, quelque chose sur les protocoles, quelque chose sur De Gaulle, et bien entendu sur les événements au Moyen-Orient. Parce que, bien entendu, hélas, c'est loin d'être terminé. En tout cas, Donc, il y a deux certitudes, c'est le temps et le lieu. On sait que ce sera donc le samedi 11 mai. Le lieu habituel, si vous souhaitez rappeler l'adresse précise. c'est à l'espace Hermès, qui est 11 rue de la Vistule, et la participation aux frais est de 10 euros, sauf pour les chômeurs et étudiants, où la somme est réduite à 5 euros. Voilà, et puis venez avec des amis, et surtout avec des amis que vous savez ne pas être au courant, et qu'il faut tout de même, pour lesquels il faut tout de même quelque peu les éclairer. Et y compris ceux qui ne sont pas d'accord. Et on peut rappeler que c'est, Hein. excusez-moi, il faut aussi rappeler que c'est le moment, l'endroit idéal pour faire l'acquisition de vos ouvrages. Ils sont tous Ah oui, en plus de représentés en ça, général. merci Pierre de rappeler ça, effectivement, je suis peut-être trop modeste, non? En tout cas, ça permet d'avoir une dédicace en plus de ça, tandis que l'envoi par la poste, c'est pas la même chose. Et ça, on ne fait plus de dédicaces pour la poste pour une raison très simple, c'est que vu le nombre de, tout de même, relativement important de pertes d'envoi, euh, on ne tient pas à dédicacer des livres qui nous reviennent finalement avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, ce qui est faux en général. Donc, une fois que le livre a été dédicacé, évidemment, il ne sert plus à rien. Donc, maintenant, les envois par la poste ne sont plus dédicacés. Seuls ceux qui sont achetés sur place le sont.
Très bien. Voilà. Pierre, merci de ces rappels, parce que je pense pas toujours à Oui, tout. Et puis, bon, je suis plus à l'aise, soit vous qui rappeliez ces choses qui sont des choses d'intérêt personnel, disons, enfin personnel oui et non, puisque tout de même, vous le savez très bien, c'est pour la cause. Mais en tout cas, merci. Donc, j'espère vous voir, ceux qui nous écoutent, très nombreux lors de la prochaine conférence à Paris, le 11 mai. Et puis, je suis toujours preneur d'informations bien documentées. Je n'ai pas besoin de commentaires. Si c'est pour me dire ce que j'ai déjà dit ou écrit, c'est pas la peine de répéter. C'est du temps perdu et des documents bien étayés par des liens. Je ne veux pas du blablabla. Voilà, sinon ça part directement à la corbeille. Voilà, chers amis, ben on a terminé. En espérant que tout de même, les choses s'améliorent un petit peu partout, mais cela n'ira que par le renversement des différents régimes qui trahissent leur peuple, à commencer par le nôtre. très bien, docteur. C'était un plaisir de faire cet entretien avec vous. On se dit à la prochaine. C'est gentil, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de dialoguer avec vous, au travers des questions et des commentaires que vous faites, très judicieusement après mes réponses. Voilà, bien, chers amis, merci de votre participation. À la prochaine, je n'ai pas la date encore. Ça va dépendre un petit peu de vos disponibilités aux uns et aux autres. Voilà, chers amis, à bientôt, bonne soirée, et puis par la même occasion, bon appétit. Ah, merci beaucoup. Bon appétit également. Merci, Au revoir docteur. à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.